Bonjour à tous, je remercie déjà les organisateurs pour l'invitation. Cela me permet de vous parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement, qui est celui des allergies alimentaires. Je vais commencer ma présentation par une brève introduction, puis je parlerai des diagnostics, du concept de tolérance et de sensibilisation, des mesures de prévention, des traitements, et ensuite des perspectives. Donc on pense qu'environ 200 à 250 millions de personnes à travers le monde souffrent d'allergies alimentaires. Cela représente 4 à 7% des enfants et 1 à 3% des adultes. Et la tendance est en augmentation sur les 20 dernières années, avec, selon les cohortes, des chiffres qui ont presque doublé. C'est important de différencier les allergies alimentaires IgE-médiées dont je vais parler ce matin des autres réactions alimentaires indésirables, qui sont encore plus fréquentes dans la population, qui touchent environ 30% de la population, et qui comprennent des réactions toxiques, comme les intoxications alimentaires, mais aussi des réactions non toxiques, non immunologiques, comme les intolérances au lactose et au gluten, dont je ne vais pas parler ce matin. Si on regarde les allergies alimentaires IgE-médiées, elles apparaissent souvent dans l'enfance, et elles ont tendance à disparaître à l'âge adulte. C'est notamment le cas pour le lait et pour les œufs. Néanmoins, si on a un taux d'IgE qui est très élevé, d'IgE spécifique qui est très élevé à la base, on peut garder l'allergie alimentaire à l'âge adulte. Il y a également les allergies aux cacahuètes, par exemple, et aux noisettes qui ne sont pas sur ce tableau, qui, elles, ont plutôt tendance à persister aussi à l'âge adulte. Il y a des variations géographiques des allergies. Alors tout d'abord, elles sont surtout présentes dans les pays industrialisés et en Occident. Les allergies les plus fréquentes, c'est celles du lait, des œufs, des cacahuètes, mais aussi des crustacés. En Asie, ce sera plutôt les crustacés qui seront prédominants. Et si on prend un pays en Afrique comme le Ghana, ce sera surtout l'allergie aux ananas et aux fruits exotiques qui sera en première position. Un bref rappel de physiopathologie. L'allergie se déroule en deux phases. Il y a d'abord une phase de sensibilisation avec l'exposition initiale à un allergène qui est capturé par la cellule dendritique, qui va la présenter aux lymphocytes T et B, et ça va induire la production d'IgE par les plasmocytes, qui vont se fixer en fait sur les mastocytes via des récepteurs à haute affinité qui s'appellent les Fc epsilon R1. Et puis lors d'une deuxième phase, lors d'une réexposition à l'allergène, il va y avoir une liaison de ces IgE à l'antigène, et de là, il va y avoir une dégranulation des mastocytes qui vont libérer des médiateurs, et ces médiateurs vont proposer une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité des vaisseaux, une bronchoconstriction, une hypermotilité intestinale, quelques minutes après l'exposition. Il y aura aussi également une phase plus tardive, après 2-4 heures, médiée par les cytokines qui vont activer des cellules, notamment les eosinophiles. La procédure diagnostique, c'est toujours la même. Elle consiste d'abord en une anamnèse et un examen clinique bien conduit. C'est l'élément vraiment le plus important. Il va falloir déjà se poser la question, est-ce que les symptômes du patient sont compatibles? Est-ce que la cinétique est compatible? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque comme une dermatite atopique ou des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a des cofacteurs comme la prise anti-inflammatoire, d'alcool, la fièvre, l'exercice physique? Ensuite, dans un deuxième temps, on pourra faire des tests cutanés et également un bilan sanguin avec le dosage d'IgE spécifique et de recombinant à distance pour pouvoir chercher une sensibilisation. On réalisera aussi une tryptase lors de la réaction si possible. Et puis, en dernier lieu, on pourra faire un test de provocation orale. Il s'agit de la seule méthode diagnostique définitive. Elle consiste à ingérer l'aliment avec des doses progressives d'allergènes. Elle est néanmoins peu utilisée parce qu'elle nécessite des ressources importantes, un équipement spécialisé, et puis elle met à risque le patient de réaction. Et si on a déjà des symptômes qui sont compatibles et une sensibilisation qui est également compatible, on n'a pas forcément besoin de faire le test de provocation.
Les IgE spécifiques, ils ont quelques limitations. Un test négatif n'exclut pas une allergie à 100%, et au contraire, un test positif n'est pas une preuve absolue d'allergie. Il faut se rappeler que les IgE spécifiques, en fait, sont basés sur la détection d'IgE qui sont dirigés contre des extraits d'allergènes naturels crus, et que ces extraits, en fait, ils contiennent l'allergène responsable, mais également d'autres allergènes issus de sensibilisation croisée. L'exemple le plus parlant, c'est celui des CCD. C'est des protéines glycosylées qui sont contenues en fait sur toutes les plantes, tous les légumes et tous les fruits. Donc si il y a un patient qui est sensibilisé au CCD, tous ces IgE spécifiques vont être positifs. Il y a d'autres exemples comme les homologues BDV1. Un patient qui est allergique au pollen de bouleau, il va avoir des sensibilisations croisées avec certains fruits, certains légumes. Et il y a encore d'autres choses comme les profilines, les LTP et le latex. Alors c'est pourquoi dans les années 90, on a développé les IgE recombinants. En fait, si je prends l'exemple de la noisette, elle est constituée de plusieurs protéines. Et en fait, par les IgE recombinants, on va essayer de déterminer la sensibilisation pour chaque protéine afin de savoir si finalement c'est une protéine qui est une sensibilisation à une protéine qui est pertinente, qui va faire une réaction allergique, ou si c'est une protéine qui n'est pas pertinente dans le cadre d'une réaction croisée. Donc les tests aux IgE spécifiques prennent l'aliment dans sa globalité, et si on utilise des IgE recombinants, ceux-ci vont tester la sensibilisation d'une protéine en particulier. Par la suite, on a développé des tests multiplex où on va tester plusieurs IgE recombinants en même temps sur le même échantillon de sang, et ça va nous permettre d'avoir une cartographie complète des sensibilisations du patient. Les IgE recombinants, ils ont plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà de pouvoir prédire la sévérité d'une réaction. Si on a des IgE recombinants, des profilines, en principe, on n'aura pas de réaction. Si par contre on est allergique aux protéines de stockage, alors à ce moment-là, on pourra avoir une réaction anaphylactique très sévère. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir différencier les protéines thermostables des protéines thermolabiles, et on pourra par exemple dire au patient, selon sa sensibilisation, qu'il peut consommer des aliments s'ils sont cuits. Et la troisième chose, c'est qu'on peut déterminer des réactivités croisées au sein d'une même famille, et donc ça nous permet de pouvoir en fait comprendre mieux les sensibilisations du patient si elles sont multiples. J'ai parlé tout à l'heure des tests de provocation. Ceux-ci ont également des limitations, donc ils mettent à risque le patient de réaction, ils prennent du temps, des ressources. C'est pourquoi on a développé des tests in vitro, notamment le test d'activation des basophiles. Celui-ci constitue à exposer des basophiles du patient à des allergènes. Et puis, si le patient est allergique, ça va provoquer une hypersensibilité de type 1 qui va engendrer en fait l'expression de protéines à la surface des basophiles tels que CD63 et CD203. Et puis, ces basophiles activés, ils vont être mesurés par cytométrie de flux. Et cela permettra de déterminer si le patient est allergique ou non. C'est encore des tests qui sont expérimentaux. Malgré tout, ils ont déjà été testés, notamment nos collègues de pédiatrie les ont testés chez les enfants allergiques aux fruits à coque et aux graines de sésame. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le BAT permettait de discriminer les enfants allergiques des enfants non allergiques. Et puis en cas de prick test et d'IgE spécifiques non concordants, il permettait de réduire le nombre de tests de provocation de 5 à 15%. Ces chiffres étaient même plus élevés si on comptait que les tests de provocation positifs, avec une précision diagnostique de 95%. Voilà, ces tests restent néanmoins expérimentaux, et pour l'instant, ils ont encore besoin de développement avant d'être appliqués de routine. Je vais vous parler maintenant du concept de tolérance et de sensibilisation. Donc, qu'est-ce que la tolérance? C'est l'absence de réponse à un antigène alimentaire, par exemple chez l'individu sain. La sensibilisation, c'est une réponse immunitaire inappropriée à un antigène alimentaire, par exemple chez l'individu allergique. Et puis la désensibilisation, c'est l'augmentation temporaire du seuil de réponse immunitaire
à un antigène alimentaire, par exemple après une immunothérapie spécifique. Qu'est-ce qu'on comprend actuellement au niveau physiopathologique du concept de tolérance? Donc c'est un processus qui se fait tout le temps, qui commence dans l'intestin grêle avec la prise de potentiels antigènes alimentaires qui vont être capturés par les cellules dendritiques et les macrophages. Et puis, il va y avoir une sécrétion d'IL-10, de TGF-bêta, d'acide rétinoïque, qui vont en fait favoriser les lymphocytes T naïfs à se différencier en lymphocytes T régulateurs. Et ces derniers vont supprimer en fait la réponse immune antigène spécifique. Chez maintenant quelqu'un qui est sensibilisé, souvent il y aura déjà des lésions épithéliales ou une inflammation qui augmentera en fait l'entrée d'antigènes, qui stimulera la sécrétion d'IL-25, d'IL-33 et de TSLP. Et puis ces médiateurs en fait vont favoriser la différenciation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T qu'on appelle TH2. Et c'est ces lymphocytes TH2 qui vont stimuler la production d'IgE et d'isonéphiles tissulaires. Maintenant, quand on fait une désensibilisation, on va en fait diminuer le taux de lymphocytes TH2 et augmenter le nombre de lymphocytes T régulateurs. Ça va diminuer les IgE, ça va augmenter les IgG et en particulier les IgG4. Et puis, il va y avoir une production d'IL-10 qui va favoriser également la tolérance. Je vais parler maintenant des facteurs de risque potentiels d'allergie alimentaire. Donc, il y en a plusieurs, notamment génétiques. Dans les fratries, où il y a quelqu'un d'allergique qui a plus de probabilité que d'autres frères et sœurs soient allergiques. Il y a aussi le sexe. Chez les enfants, les garçons ont plus d'allergies que les filles. Ça s'estompe à l'âge adulte. Il y a aussi l'ethnicité. On a remarqué qu'il y avait plus d'allergies alimentaires chez les Afro-Américains, les Asiatiques. Il y a aussi la dermatite atopique, qui est un facteur de risque d'allergie alimentaire. Et puis, il y a d'autres théories, comme le déficit en vitamine D, un régime pauvre en oméga 3 ou un régime pauvre en antioxydants, qui ont été évoqués, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves suffisantes pour dire que c'est des facteurs de risque réels. Il y a aussi l'obésité qui a été suggérée comme facteur de risque. Néanmoins, il n'y a pas d'études qui prouvent cela. Et puis, finalement, il y a deux théories dont j'aimerais parler un peu plus en détail, qui sont la théorie de l'hygiène et puis la théorie de la sensibilisation par la peau, qui sont actuellement les hypothèses prédominantes pour expliquer les allergies alimentaires. Donc, c'est d'abord l'hypothèse de l'hygiène. Les allergies, elles sont associées au mode de vie occidental. Donc, le manque, tôt dans l'enfance, d'exposition aux agents infectieux, à la flore intestinale et aux parasites augmenterait la susceptibilité aux allergies. Et puis, une hypothèse qui maintenant ressort comme l'hypothèse prédominante depuis quelques années, c'est celle de la sensibilisation par la peau. L'hypothèse, c'est de dire que lorsque l'enfant va rentrer en contact avec les protéines alimentaires par la peau, il va avoir tendance à faire une réponse TH2, donc plutôt avoir tendance à faire des allergies, alors que s'il reçoit l'allergène alimentaire en premier par le tube digestif, ça va engendrer plutôt une tolérance avec une réponse des lymphocytes Th1 et des lymphocytes T régulateurs. Quelles sont les mesures de prévention des allergies? Alors, il y en a beaucoup qui ont été évoquées. Je vais en parler de quelques-unes. Jusque dans les années 2000, on proposait aux enfants qui étaient très à risque d'allergie alimentaire de retarder l'introduction des aliments. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'en 2000 et 2010, il y a une augmentation de la prévalence des allergies alimentaires. Et en fait, la Société américaine de pédiatrie qui avait mis en place ces recommandations, on les a supprimées dans ces guidelines de 2008. Il y a une étude fondamentale pour ce qui concerne la cacahuète, c'est l'étude LEAP qui a été faite en 2015. Elle a testé en fait 640 enfants de 4 à 11 mois et les a séparés en deux groupes. Un groupe avec consommation de cacahuètes jusqu'à l'âge de 5 ans et un groupe sans consommation de cacahuètes. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe qui ne consommait pas de cacahuètes avait une proportion d'allergie aux cacahuètes nettement plus élevée à 35%, au lieu de 10% si le patient consommait régulièrement des cacahuètes.
et ceci aussi bien si le patient était sensibilisé au départ ou non. Pour l'exposition microbienne, il y a eu aussi beaucoup d'études qui ont été faites. Cependant, il n'y a pas de preuves définitives, de mesures spécifiques qui puissent être appliquées. Notamment, il y a des probiotiques qui ont été utilisés, mais il faut d'autres études encore pour prouver cela. Je parle finalement de la prévention de la dermatite atopique. Il y a une grande étude qui a été effectuée l'année passée, qui s'appelle l'étude BIP. Et l'hypothèse de base, c'était de dire que l'usage quotidien d'émollients jusqu'à 1 an pourrait prévenir l'eczéma. Et comme on sait que l'eczéma est un facteur de risque d'allergie alimentaire, pourquoi pas avoir un effet également sur les allergies. Cependant, il n'y a pas eu d'évidence que les émollients avaient un effet préventif sur l'eczéma, ni de même sur les allergies alimentaires. Même au contraire, il y a une étude toute récente qui est sortie cette année et qui montre qu'au contraire, l'application d'émollients pourrait en fait promouvoir les allergies alimentaires par une sensibilisation transcutanée. Donc il resterait certainement des études à faire sur le sujet, mais c'est plutôt pas indiqué d'utiliser les émollients. Si je résume la situation, donc l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 4-6 mois, il est toujours recommandé. L'évitement des aliments allergéniques chez la mère durant la grossesse et l'allaitement, ça c'est pas recommandé, il n'y a pas de preuve que ça marche. Retarder l'introduction des aliments allergéniques chez les enfants au risque, on a vu que c'était plutôt contre-indiqué. Introduire les cacahuètes à 4-6 mois chez les enfants, ça on a vu, c'est bénéfique, ça diminue le risque d'allergie. Pour les autres aliments, on n'a pas encore de preuve que ce soit indiqué de la même manière que les cacahuètes. Et puis pour tout ce qui est vitamine D, probiotiques, là on n'a pas encore de données suffisantes et puis les émollients sont plutôt déconseillés. Je passe maintenant au traitement. Alors le traitement standard de l'allergie, on le connaît, c'est l'évitement de l'allergène et puis prescrire une trousse d'urgence aux patients en cas de réaction allergique. Il y a des traitements de désensibilisation qui ont été développés ces dernières années et c'est ce dont je vais parler durant la dernière partie de mon exposé. Tout d'abord, on a développé les immunothérapies sous-cutanées dans les années 90 pour les cacahuètes. Alors, ça marchait bien, mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'effets secondaires, notamment des réactions anaphylactiques sévères, raison pour laquelle on n'a pas continué dans cette voie. Il y a eu des essais par la suite d'immunothérapie orale. Alors, je rappelle rapidement le principe de l'immunothérapie orale, c'est donner des petites quantités d'allergènes alimentaires quotidiennement et puis en fait, d'augmenter les doses par palier chaque 1 ou 2 semaines jusqu'à arriver à une dose plateau. Et puis lorsqu'on arrive à cette dose plateau après 3 à 9 mois, si le patient tolère le test de provocation, on va dire qu'il aura une désensibilisation transitoire. Si après 3-5 ans on arrête le traitement d'immunothérapie et puis qu'on refait un test de provocation, et puis que celui-ci est toléré, on parlera à ce moment-là de non-réponse soutenue. Et certains patients avec non-réponse soutenue vont avoir une tolérance à long terme et donc voir disparaître leur allergie, ce qui est le plus intéressant. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'immunothérapie orale, notamment sur l'œuf, avec des résultats très très bons. Après 1 an environ, il y avait 55% des enfants avec allergie à l'œuf qui, sous traitement, étaient désensibilisés. Après 2 ans, c'était 75%. Et ce qu'on voit de manière intéressante, quand on a refait un test de provocation après avoir été lyoté, on voit que 30% environ des patients ont passé le test, donc avaient une non-réponse soutenue. Il y a d'autres études qui ont été faites avec d'autres aliments, notamment les cacahuètes. Néanmoins, ce qu'on a vu, c'est que la réponse était toujours aussi spectaculaire pour les enfants, mais beaucoup moins pour les adultes. L'immunothérapie sublinguale aussi a été développée notamment pour les enfants, avec aussi des résultats assez concluants. Il y avait l'avantage, c'est qu'il y avait moins d'effets secondaires qu'avec l'immunothérapie orale. Et par contre, l'effet était quand même moins important qu'avec l'immunothérapie orale.
On avait beaucoup d'espoir sur l'immunothérapie épicutanée, notamment dans les années 2000, avec une équipe française qui a développé un patch à appliquer sur la peau du patient, soit sur le bras, soit sur le dos, avec des protéines de cacahuètes. Néanmoins, les résultats ont été plutôt très, très modestes et il y avait quand même pas mal d'effets secondaires au niveau local de ces tests. Donc en résumé, si on regarde les immunothérapies spécifiques, donc la désensibilisation ne mène pas nécessairement à la tolérance, mais une partie des patients désensibilisés peuvent achever une non-réponse soutenue et certains vont voir disparaître leur allergie alimentaire. Et les guidelines européens, pour l'instant, ils proposent de discuter l'immunothérapie orale ou sublinguale seulement chez les enfants. Chez les adultes, on n'a pas assez de preuves, et seulement pour certains aliments comme le lait, les œufs, la cacahuète. Cependant, ça doit être réalisé par un centre qui a l'expertise pour le faire. Je parlerai brièvement des anticorps monoclonaux. Notamment, on connaît le Xolair qui est un anti-IgE qui a été utilisé pour en fait réduire le seuil de sensibilité aux aliments. Donc on sait que ça marche. Ça a aussi été utilisé pour monter plus rapidement une immunothérapie orale. Néanmoins, ce n'est pas un traitement à long terme, donc il est tout le temps toujours expérimental pour l'instant. Il y a évidemment des nouveaux traitements en cours de développement, notamment des vaccins ADN qui encodent pour des allergènes de cacahuètes et puis qui sont insérés dans un plasmide qui va être pris par des cellules présentatrices d'antigènes et puis synthétiser des allergènes couplés à la membrane pour induire une réponse TH1, donc potentiellement mieux tolérée que les immunothérapies classiques. Cependant, on est encore à un stade de développement. Il y a les patients avec allergie au cèdre du Japon qui ont déjà eu une phase 1, et puis pour les cacahuètes, c'est en cours. Alors, quelles sont les perspectives? Alors, on espère qu'avec l'introduction précoce des aliments, on espère pouvoir stabiliser l'augmentation des allergies alimentaires. On espère aussi pouvoir avoir des protocoles de désensibilisation orale qui seront meilleurs, et puis éventuellement des nouvelles formes d'immunothérapie spécifiques. Et puis, quid des traitements biologiques? C'est en cours de test, mais on n'a pas pour l'instant de preuves formelles pour les utiliser. Je profite de cette présentation pour rappeler qu'il y a une étude en cours au HUG par le service de pédiatrie qui propose à tous les patients adultes et enfants qui ont une réaction allergique de garder les aliments lors de la réaction pour qu'ils soient analysés pour pouvoir savoir à quelle protéine le patient est sensibilisé, à quelle quantité. Et vous trouverez donc sur le site internet des HUG les coordonnées. Voilà, j'en ai terminé, je vais passer à la conclusion. Donc la prévalence des allergies alimentaires, elle est en augmentation. Des études récentes semblent montrer que la sensibilisation s'effectue par la peau et la tolérance par le tube digestif. Le traitement standard, il repose sur l'évitement des aliments incriminés et puis la prescription d'une trousse d'urgence. Il n'y a pas malheureusement encore de traitement curatif, en tout cas en ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, on peut proposer dans certains cas l'immunothérapie orale, dans des cas bien particuliers, par un centre qui a l'habitude de faire ces traitements. Et puis, on espère que de nouveaux traitements sont en cours de développement et qu'on aura bientôt des nouveautés à proposer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.